Bonjour à tous, bienvenue, très heureux de reprendre ces interviews live après la pause estivale. C'est le 31e live et j'ai la chance d'avoir pour invité Léa Muraviec qui vient échanger avec vous autour de son nouvel album Le Grand Vide, publié chez 2024 et sorti au début du mois. Bonjour Léa, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler du livre ensemble pendant 1 heure et vous pourrez poser toutes vos questions car c'est un live interactif. Si vous les posez dans les commentaires, ils s'afficheront à l'écran et Léa pourra vous répondre. Mais je vais commencer par en dire quelques mots pour introduire l'album et la discussion. Donc c'est un livre qui a surpris tout le monde dans cette rentrée BD, à la fois par ses thèmes percutants, c'est un album qui questionne notre époque, notre rapport aux autres et un besoin d'exister en permanence, mais c'est aussi son graphisme élégant, un tourbillon de perspectives et de planches qui joue avec les cases, les symboles et les signes pour lier forme et fond. En tout cas, je vais mettre des planches à l'écran tout au long du live, comme ça vous pourrez en voir un petit peu plus et découvrir cet univers dystopique où pour continuer à vivre, il faut sans cesse se rappeler aux autres. On sera guidé par la jeune Maëlle Naher qui se débat avec son homonyme, son envie de liberté et sa célébrité. Alors une première question, Léa, d'où vient ce projet Le Grand Vide? Est-ce que ça fait longtemps que tu bosses dessus? Alors oui, ça fait longtemps. J'ai commencé à m'y mettre sérieusement quand je suis rentrée en résidence à la Maison des auteurs à Angoulême. Donc, c'était en avril 2019. Et à partir de là, j'avais déjà un peu écrit le projet à droite, à gauche et je l'ai vraiment repris. Et ouais, depuis, en fait, je l'ai bien travaillé jusqu'à la fin en juin 2021. Alors comment tu le présentes toi pour ceux qui découvrent les planches? Je vais en mettre un petit peu à l'écran. Je vais faire un mini résumé, mais comment est-ce que toi tu le présenterais? Oh là, j'y arrive jamais. Alors, je dirais que c'est dans un monde où ouais, j'y arrive pas. Dans un monde où il faut qu'on pense à notre nom et notre prénom pour survivre. Il se trouve que mon héroïne se retrouve avec un homonyme parfait collé à elle et elle doit lutter pour s'en sortir parce que cet homonyme l'empêche littéralement de vivre vu qu'elle lui prend de la présence, qui est ce principe que j'ai trouvé pour nommer le fait qu'on a besoin du regard des autres pour survivre. Voilà. Et donc là, comme on peut le voir à l'écran, il y a certaines planches qui sont très très denses, d'autres qui sont plutôt du côté du design ou de recherche de typographie. Mhm. Comment t'as bossé cet album en particulier? Un peu au feeling. En Ouais. fait, je pense que j'ai des intérêts et des envies assez variés en termes de dessin. J'adore le dessin de la lettre, la typographie et la calligraphie, aussi bien que j'adore dessiner des personnages. Bon, les décors, j'aime un peu moins, du coup, je me suis un peu poussée là, pour cet album. Mais c'est vrai que j'ai essayé de vraiment toujours me plonger dans des problématiques euh, enfin, qui, selon moi, rendait vraiment bien le récit, le mettait vraiment bien en valeur dans chaque page et chaque problématique que soulevait telle scène ou tel plan plus contemplatif sur des immeubles. Et du coup, tu travailles avec de l'encre et du papier, pas sur ordinateur? Non, alors je suis très tradie. Donc c'est à la plume et au pinceau, à l'encre de Chine, avec un crayonné en dessous. Et du coup, je travaille à partir d'un découpage que j'ai fait au préalable, en tout cas pour ce projet-là. Et à partir de découpage très brouillon, je reprends les planches au propre et je les découpe. Et voilà, puis après, je les scanne et je les retouche un petit peu. J'écris vraiment le texte des bulles directement sur la planche et j'aime bien me dire que je suis en train d'avoir le rendu final déjà sur ma table pour après pouvoir retoucher un peu à l'écran et du coup rajouter des couleurs pour ce projet-là parce que les couleurs sont rajoutées numériquement. Oui, justement, les couleurs, il y a une symbolique un peu particulière à l'utilisation. On sent qu'elle diffère selon les séquences du livre, mais avec une palette assez restreinte. Là Mm. aussi, tu l'as utilisé de manière un peu narrative. Comment tu as pensé la couleur? Alors, en fait, moi j'ai toujours travaillé en noir et blanc et un peu en bichromie de par mon passé dans le fanzine. Parce que c'est moins cher à imprimer. Et du coup, j'étais vraiment à l'aise en noir et blanc. Et puis,
je me suis un peu monté la tête en me disant, allez, le premier album sérieux, faut faire de la couleur. Et puis finalement, j'ai trouvé un peu ce compromis un peu mystérieux à placer de la couleur uniquement sur des panneaux et des noms. Et à un moment, j'ai voulu donner un sens à ça dans la narration, puis finalement, j'ai laissé ça comme ça. Je me suis dit que c'était pas important. Et du coup, c'est quoi à peu près pour toi une journée type quand tu travailles sur ce livre comment tu t'organises? T'as fait d'abord le scénario et t'as fait planche par planche, tu bosses un peu des deux le matin, l'après-midi? Alors, je suis pas très organisée et ça dépend de la période à laquelle on prend dans le projet. C'est-à-dire que, alors j'ai vraiment commencé par écrire du texte pour un peu placer l'histoire. Puis assez vite, je me suis mis à découper au dessin parce que c'est vraiment ma façon de raconter la bande dessinée. Donc, j'avais besoin d'écrire. Enfin, les dialogues, je les ai écrits une fois que j'ai essayé de les dessiner en fait. Et puis après, je faisais des allers-retours entre le scénario et le découpage. Puis une fois que j'étais satisfaite du découpage, là, je suis vraiment rentrée dans le dur et le dessin. Du coup, je dirais qu'une journée type de dessin, bon, c'est pas un mystère, c'est du 9h-19h. Enfin, ça dépend de la motivation, mais c'est plus des horaires de bureau quand on peut se mettre à une table et puis reprendre le projet en cours quand on a un découpage sous les yeux. Et la partie écriture, bah, c'est plus fluctuant. Il y a des jours où on est inspiré, des jours où on n'y arrive pas du tout. Donc, faut être un peu, ouais, pas trop se forcer, quoi, parce que c'est pas forcément en se forçant que ça vient. Donc, il y a des jours où il faut laisser tomber. Voilà. Et du coup, il y a des très grandes planches avec beaucoup de petits détails, d'architecture, des choses comme ça. Est-ce que là Mhm. aussi, il y a des repentirs ou des fois tu les mets de côté, tu peux plus ou tu essayes de les faire vraiment à la suite? Alors, bah, pour le dessin, j'ai essayé de travailler par séquence de 30 planches sur 200 pages. Et du coup, j'ai fait en sorte de toujours être assez proche du plaisir du dessin quand même, parce que c'est un travail très long et fastidieux de faire une bande dessinée. Donc, ouais, quand j'en avais marre des immeubles, bah, je posais ça là dans un coin et puis je repassais à une scène de dialogue. Et qui est pas simple à dessiner non plus. D'ailleurs, c'est pas finalement d'être dans des pages très très détaillées. On rentre dans une forme peut-être de transe de dessin qui est assez confortable parfois. Et les dialogues, c'est encore différent. C'est vraiment ajusté au plus proche les expressions des personnages à ce qu'ils ressentent, à ce qu'ils disent. Et voilà, c'est des problématiques différentes. Et du coup, tu as évoqué le mot de fanzine aussi. C'est ton premier album en librairie, mais en réalité, en fait, tu en as déjà fait plusieurs, soit en Mm. auto-édition, soit avec des fanzines. Et tu es Oui, même éditrice pour Flutiste Édition. ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours d'autrice et d'éditrice, en fait? Alors, bah, du coup, je suis rentrée dans Flûtiste d'abord comme autrice. Donc ça, à l'époque, j'avais 19 ans, c'était en 2013. Et du coup, c'était encore un magazine, enfin une revue participative. Donc là, je proposais des histoires pas terribles, mais j'étais publiée. Et du coup, ça m'a vraiment encouragée à continuer de publier. Et petit à petit, comme de mon côté, je m'intéressais à tout ce qui est construction narrative et puis que en fait j'aimais vraiment beaucoup rencontrer des gens du monde du fanzine. Du coup, je suis passée éditrice donc dans le comité éditorial en 2016 et là j'ai plus été dans élaborer des contraintes narratives collectives donc qui faire en sorte qu'un livre collectif avec plein d'auteurs et de plein de styles différents puisse fonctionner en un seul volume sans que ça fasse trop coller côte à côte à partir d'un thème donné. Ce qui est cool aussi, mais on voulait évoluer vers autre chose. Donc ça, c'était mon travail d'éditrice. Puis j'ai suivi quelques projets en tant qu'éditrice. Mais à côté de ça, oui, je publiais encore des petits livres individuels dans d'autres collectifs comme Radio As Paper, comme ouais, j'ai publié un peu chez Novland, chez Polystyrène aussi. Et ça m'a permis aussi de tester plein de choses en fait. Sur des histoires courtes, on peut vraiment s'amuser
à pas être soi, à tester autre chose. Et je pense que quand on se cherche un peu graphiquement et dans les histoires, c'est intéressant. Voilà. Et du coup, tu parles de choses un peu ludiques. Tu as des planches qui ont été sélectionnées au concours Jeunes Talents du Festival d'Angoulême. Donc, c'était une Mhm. bande dessinée à choix multiples déjà. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce projet? Alors, ça, c'était pour le Festival de la bande dessinée en 2015. Et, ouais, j'étais jeune talent et invitée du festival et c'était la première fois que j'y allais. C'était magique. Et donc, c'était une bande dessinée à choix multiples où on pouvait, oui, choisir un peu son cheminement de narration entre toutes les propositions débiles que j'ai faites. Et, mais elles étaient toutes côte à côte. Donc, c'est un livre dont vous êtes le héros, mais étalé sur la même page. Donc ça, c'est ma pratique plus de ludique ou bapienne. C'est un procédé que j'ai repris après pour mon diplôme à l'ESI à Angoulême et qui était axé autour du choix. Donc j'ai fait une bande dessinée à choix multiples qui se déroule en 6 cases avec ouais, une totalité de peut-être 600 possibilités d'histoire. Ok. Et c'est ouais, c'est des thématiques qui m'intéressent autant narrativement que graphiquement, cette idée du choix et des univers parallèles que j'ai pas mal exploré à l'occasion de Loubapo et de mon travail en bande dessinée numérique aussi. Ouais, je te demande ça parce que je reviens au grand vide. Mhm, Je trouve qu'il y en a un petit peu un soupçon dessous, un peu de choses un peu ludiques comme ça. Et mhm. justement, tu as travaillé ta narration d'une manière à la fois assez fluide, mais en même temps, on comprend qu'il y a des choses qui... Tu as été chercher des découpages très différents, des temporalités différentes. Il y a des ellipses aussi qui sont pas forcément évidentes tout de suite. Comment tu as élaboré ce plan? Alors, au niveau du découpage, enfin, je pense que quand on parle d'ellipse, là, on parle peut-être plus de la structure du récit. Ouais. Et le découpage, ça, c'est encore différent. Mais ouais, pour le découpage, en fait, je pense que bah, je lis enfin, je lis pas énormément, mais je lis quand même un peu, ouais, de manga, de BD, de BD expérimentale, enfin, de BD ou Bapienne. Et je pense que je prends un peu tout ce que j'aime de chaque et puis je mélange et j'essaye de faire en sorte que, ouais, que ça mette en valeur une action à un moment donné. Et pour les ellipses, pour la construction du scénario, là, c'était une autre paire de manches. Là, bah, moi, comme je viens du fanzine, j'ai souvent des petits formats de publication. Donc, ça s'étale jusqu'à maximum 40 pages, ce qui est déjà énorme quand on débute un peu dans la bande dessinée. Donc là, passer à 200 pages, là, Mm. c'était un calvaire. Enfin, c'était super excitant, en même temps super intéressant. Mais j'ai vraiment des problèmes de rythme. Parce qu'en plus, ouais, quand je fais des petites histoires, je donne tout. C'est vraiment trop dynamique. Alors là, à tenir le rythme sur 200 pages, en fait, on finit par s'ennuyer un peu, je pense. Donc j'avais besoin de relancer le récit, puis j'ai découvert du coup que bah, des scènes plus calmes, plus douces, mettaient vachement plus en valeur des scènes plus fortes et plus intenses, et qu'elles étaient tout aussi importantes et intéressantes les unes que les autres, et elles se mettaient mutuellement en valeur. Et donc voilà, cette idée d'ellipse, c'est plus mon éditeur qui me l'a soufflé parce que j'étais un peu coincée un moment dans mon scénario, mais voilà, j'ai, je m'en suis sortie comme ça. Et je reviens un petit peu à l'histoire. Donc, tu as parlé tout à l'heure de la présence. Mhm. D'où ça vient un peu cette idée de réalité parallèle? Alors, est-ce qu'on peut la comparer un peu à la télé-réalité, aux réseaux sociaux? Il y a un peu ce côté-là qui est assez en écho avec notre époque. Mhm. Alors, bah, c'est vrai que du coup, en fait, moi, la présence, je l'ai vraiment imaginée comme étant, si on oublie, on meurt. Et pour moi, c'était plus lié à la disparition physique. Il y a quelqu'un qui m'a soufflé une citation de Boltanski qui était intéressante, qui est qu'on meurt deux fois. On meurt une première fois physiquement et une deuxième fois quand la dernière personne qui nous reconnaît sur une photo meurt à son tour. Et c'était un peu l'idée en fait du concept de la présence, c'est que quand on meurt physiquement, on disparaît physiquement sur Terre, mais on laisse des traces et on cherche un peu, peut-être tout au long de notre vie, mais on a un rapport différent à notre peur de disparaître, bien sûr,
j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous avons un peu ce but de laisser le plus de traces possible sur Terre pour pas disparaître totalement après notre mort. Et c'est plus ça que j'avais envie de mettre dans le concept de la présence. Et bien évidemment, je pense que les réseaux sociaux et le star system fait partie de ça. C'est aussi en partie animé par la peur de la mort et de la disparition. Mais je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est lié à notre époque contemporaine. Mais la peur de la mort, la volonté de laisser des traces, je pense qu'elle a toujours été là. Il y a un moment, je me suis demandé si j'allais pas mettre même des références à... Quand j'étais en train d'écrire, je me disais, est-ce que je vais parler de Louis XVI, par exemple, Ouais. ou ce genre de personne qui, en fait, est toujours connue maintenant dans notre époque contemporaine, alors qu'ils sont disparus depuis super longtemps. Ouais, Jésus, Toutankhamon, et du coup, je pense que c'est plus lié à ça, au fait qu'il y a des personnes qui sont immortelles d'une époque à une autre, mais c'est aussi parce que chaque époque décide de les garder dans sa mémoire collective, quoi. Et du coup, il y a aussi, ben, ça questionne aussi le fait de laisser une trace quand on est auteur. Par exemple, quand on sort un bouquin, on laisse une trace. Donc là, tu en laisses certaines. Est-ce que ça aussi, tu l'avais un petit peu en tête en disant, bah voilà, quand on sort un livre, on le laisse pour le futur et après on contrôle plus comment il est perçu, comment il va évoluer, des choses comme ça. Alors oui, ça, je l'avais bien en tête. Enfin, pas forcément en tête quand j'ai écrit mon histoire, enfin pas sur ma BD à moi en fait, pas Mhm. du tout. Mais par contre, quand je vais en librairie et que je vois tous les titres, toutes les nouveautés, à la fois c'est incroyable et génial et en même temps c'est vraiment l'angoisse de se dire qu'en fait, voilà, on existe à un moment donné quand on est visible et puis après on disparaît assez vite. Enfin, avec la production de bande dessinée actuelle, c'est vrai qu'on est vite noyé et il y a un côté assez vertigineux du nombre de titres qui sortent chaque année. Mais ouais, c'était peut-être une réflexion pour apprendre aussi à comprendre quelle place on a envie d'occuper aussi au milieu de tout ça. Et est-ce qu'on a forcément envie de se battre pour être toujours être la personne la plus visible à ce moment-là? Ouais, et puis il y a un côté aussi sur les auteurs où, comme tu dis, les livres ils restent pas assez longtemps et ils disparaissent. Est-ce qu'il y a un côté aussi un auteur qui tombe dans l'oubli si plus personne le convoque? Il y a un côté comme ça, je trouve. Parce que j'ai pas d'extrait de ce début, mais le début ça commence dans une librairie quand même. Il y a Oui. il y a un petit jeu de miroir, je trouve. Et justement, en parlant de ça, avec ce livre, bah, tu as été invité, toi, à des rencontres, des dédicaces, tu fais des interviews depuis quelques semaines. Et comment tu vis ça, justement, par rapport à ce que tu as cherché, tu y as beaucoup pensé, en fait. Bah, en fait, c'est vraiment une surprise pour moi. Je m'y attendais pas du tout. Du coup, c'est vrai que ça me dépasse un peu. Enfin, je suis super contente enfin, que ce livre touche beaucoup de monde. Et du coup, ouais, c'est surprenant. C'est vrai que je le mets un peu en regard de cette histoire que j'ai racontée. Et parfois, quand je vois passer des critiques de libraires, par exemple, qui font une petite référence au fait que ouais, finalement, c'est un peu aussi ce jeu-là dont je parle dans ma BD que je suis en train de vivre, quoi. Mais en même temps, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans mon expérience chez Flûtiste, par exemple, c'était de tenir un stand et de rencontrer en direct ces lectrices et lecteurs. Et ça, c'est super. J'aime beaucoup échanger avec eux et elles et savoir un peu qui elles sont et d'où elles viennent. Voilà, donc c'est super. Et puis, on va voir où tout ça nous mène. Est-ce que, du coup, ces rencontres-là, comme ça t'inspire pour d'autres récits ou des choses comme ça? Ou là, pour l'instant, t'as pas le temps, tu vis juste le truc? Alors, on me demande parfois si je vais faire un 2. Et je pense pas, mais en tout cas, j'ai d'autres idées et d'autres envies d'histoire. Et c'est vrai que ça met un peu. Enfin, je pense que quand on est autant, on baigne autant dans la sortie d'un livre et dans une histoire, du coup, qu'on nous demande beaucoup de parfois la mettre en. Enfin, l'expliquer, la contextualiser, je pense qu'on est souvent ramené à la même histoire et au même univers. Et j'ai pas forcément envie de continuer là-dedans. Mais en tout cas, j'ai envie de continuer d'écrire des bandes dessinées et c'est peut-être pas le moment où je suis le plus tranquille et reposée et connectée à plein de liens que je peux faire entre plein de concepts pour écrire une nouvelle histoire en tout cas, mais ça viendra.
Et sans dévoiler trop de l'histoire, mais j'ai envie de revenir sur le personnage principal de Maëlle Naër. Donc elle rêve d'explorer le grand vide, qui donne son titre au bouquin, et elle Mm. commence par le faire dans les livres. Et en fait, on a un côté paradis, enfin perdu, et ça commence un petit peu comme, j'ai envie de dire plus comme un shonen, parce qu'il y a une espèce de quête, ils ont des outils Mm. pour l'aventure, elle est avec son copain Ali, et ils projettent tout ça. Et du coup, est-ce que tu as parlé un petit peu de manga tout à l'heure, est-ce que tu as beaucoup d'influence manga, parce que ça se voit même aussi dans le découpage et dans la façon dont tu amènes les personnages. Alors, bon, ça, enfin, toute cette quête vers le grand vide que j'ai amené, c'était un peu du bricolage au début pour mettre vraiment en valeur cette partie du récit que j'ai un peu fouillé dans des conseils de jeux de rôle Ouais. Mhm. auxquels je joue pas du tout d'ailleurs, mais c'était une façon de créer du suspense à partir de quelques éléments et en même temps de bien mettre en valeur son histoire. Et du coup, ouais, toutes ces... Je pense que oui, j'ai pas fait le lien tout de suite, mais c'est vrai que lu énormément de mangas quand j'étais ado, beaucoup de shonen et de shoujo, de seinen, tout ce que je pouvais. Mhm. Et je pense, oui, du coup, je pense que ça se ressent dans ma façon de raconter et oui, qui est la quête et des éléments perturbateurs. Mais après, je pense qu'il y a ça aussi dans beaucoup d'histoires. Je suis pas analyste de bande dessinée, mais j'ai l'impression que c'est quand même une trame narrative assez connue déjà. Ouais. Il y a beaucoup, oui, de traits communs dans les œuvres avec tout le voyage du héros, les choses comme ça, Oui. ça se Mm. recoupe pas mal. Et il y a un autre personnage important aussi, c'est la ville. Du coup, Mm. elle est à la fois, elle est hyper imposante. C'est à la fois une ville-monde. Enfin, elle est unique, elle est vivante. On a l'impression qu'elle bouge. Est-ce que là, c'est quoi, c'est les architectures qui t'ont attiré est-ce que parfois la ville, comme tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que ça bouge aussi le scénario, le fait de l'introduire, comme tu disais, ou avec la couleur quand tu as joué à ça? Est-ce que la ville t'a poussé à faire certains choix? Est-ce que ça a été un personnage aussi pour toi dans la construction? Alors, la ville, elle est apparue au fur et à mesure que j'ai fait des recherches graphiques. J'avais fait une série de dessins pour Inktober en 2017. Donc, pour ceux qui savent pas, Inktober, c'est un défi internet, on va dire, où chaque jour, pendant 30 jours, 31 jours sur le mois d'octobre, on dessine un dessin à l'encre en noir et blanc. Moi, j'avais décidé en 2017, du coup, de faire des recherches jour après jour autour de cette histoire. Et plus je faisais de recherches et plus ça devenait clair qu'il fallait que ce soit dans une ville immense. Et c'est un peu, en fait, peut-être moi, mon expérience personnelle, c'est vrai que je suis allée à Shanghai, par exemple, vivre 4 mois en Erasmus là-bas. Et c'est vrai que ça m'a marqué, mais ce qui m'a le plus marqué, peut-être, c'est le fait que, quelle que soit la distance, enfin, c'est une urbanisation assez différente, en fait, de villes comme l'Europe. L'Europe, enfin, en tout cas, à Shanghai, par exemple, à un moment, on a voulu un peu aller à la mer avec des copains et on était à 70, 80, 100 km du centre de Shanghai et il y avait toujours des gratte-ciel et toujours des immeubles et c'était pas forcément de façon aussi dense que dans mon histoire parce que mon histoire, elle est plutôt dense comme une ville comme Manhattan. Mhm. Mais, euh, mais en tout cas, c'est vrai qu'à Shanghai, j'avais l'impression qu'on pouvait pas s'en échapper de la ville et moi, par exemple, j'ai grandi en banlieue parisienne et pour moi, un peu comme comme une Parisienne bête et méchante, je me disais, ah bah pourquoi partir de Paris c'est vraiment, il y a tout, qu'est-ce qu'on cherche? Et puis finalement, je me suis retrouvée à étudier à Angoulême et c'était super en fait parce que je me suis rendu compte que sortir enfin, que j'avais peur aussi de sortir de là où tout se passait de façon supposée en fait. Mhm. Finalement, que même avec l'apparition des nouvelles technologies et d'Internet, on est quand même assez reliés les uns et les autres, mais pourtant on a du mal à quitter la ville. Et j'avais beaucoup envie de creuser ça dans mon récit. Tu as une question de Jérôme sur les planches. Il dit quand tu fais des grandes planches comme ça, est-ce que tu as pas peur que ça soit confus? Comment tu travailles la lisibilité?
J'ai toujours peur de me perdre. Alors, en fait, moi, j'ai trouvé une astuce pour la lisibilité qui était d'utiliser à la fois un pinceau et une plume. Donc, le pinceau fait des traits plus épais et il permet de faire une meilleure distance, enfin, une meilleure différence entre les plans. Donc, voilà, je trace des silhouettes au pinceau plus épais. Et après, je rentre dans les détails à l'intérieur des bâtiments, par exemple, ou des personnages à la plume. Mais c'est vrai que pour chaque image, je me pose vraiment la question des plans et de la lisibilité. Et, euh, et ouais, j'y vais un peu comme ça. Et d'ailleurs, à propos de ça, est-ce que tu pratiques un peu le dessin d'après nature ou des carnets de croquis? Est-ce que tu as cette pratique-là qui a pu te nourrir? Alors, j'ai fait énormément de dessins de modèles vivants quand j'étais à l'école. Donc, quand j'étais en école à l'école Estienne à Paris. Et j'ai eu une chance immense d'avoir un cours de nu avec énormément de modèles qui passent et vraiment quelque chose de très stimulant avec mon professeur Olivier Thévin. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que dessiner d'après un modèle vivant me permettait d'enrichir vachement mon imaginaire graphique. C'est un peu comme si je pratiquais du vélo d'appartement quand j'étais cycliste. Enfin, bon, j'en sais rien, je suis pas cycliste. Mais du coup, c'était vraiment une façon d'entraîner un peu mon univers mental et je me rendais bien compte que après une séance de nuit, en fait, j'arrivais vachement mieux à poser mes personnages, à trouver, oui, la bonne pose en fait qui exprime vraiment l'action qu'il est en train de faire ou la scène qui est en train de se passer. Et en même temps, moi, j'ai un peu évolué dans une génération où on aimait beaucoup le dessin géométrique. Moi, j'ai été à l'école donc en graphisme à Estienne et on utilisait vachement Illustrator aussi Hmm. pour dessiner et il y avait un peu cette mode-là et je suis passée par là et j'ai fait des dessins symétriques et géométriques et donc je renonce jamais à utiliser l'un et l'autre en fait, à avoir un trait souple parfois ou géométrique d'autres fois, en fonction de ce qui me semble juste. Du coup, on a parlé un peu d'influence manga, mais est-ce qu'il y a d'autres influences BD qui te motivent? Et en fait, je vous posais cette question un petit peu parce qu'on a parlé un petit peu depuis le début d'expérimentation, de jeux ludiques et de choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu recherches un peu dans tes lectures et du coup, est-ce que à part des choses très expérimentales, il y a des livres qui t'inspirent beaucoup en général? Alors, j'ai toujours du mal à citer mes références, mais je dirais que j'ai adoré Adventure Time, par exemple. Ouais. En termes de dessin et de façon de faire bouger les personnages, c'était vraiment génial. Puis j'aime beaucoup le travail de Michael Desforges de façon générale. Donc il y avait un peu de ça. Ouais, puis j'ai regardé beaucoup d'animés. Alors bon, l'animé c'est une façon de faire bouger des personnages assez différentes en fonction des moyens financiers de la production. Mais après, en BD, euh, ouais, en dehors du manga, j'ai beaucoup aimé, enfin, j'aime beaucoup le dessin de Jérôme Dubois. Ouais. De façon générale, je trouve vraiment très très fort en noir et blanc. Et puis, oui, après, ouais, c'est pas facile, Ouais. mais oui, par exemple, même les dessins très géométriques de Sean Park, je les trouve vraiment magnifiques et pourtant, je suis curieuse de le voir en bande dessinée, mais ça fait partie de mon univers visuel en fait. Je pense que j'ai aussi été beaucoup nourrie de travaux de copains et copines à moi, donc, et de ce qui paraissait dans Flûtiste. Voilà. Ouais, ou les dessins de Tarmaz ou Myrion Mal qui sont plus symboliques, qui, Mhm. est, qui sont super intéressants aussi comme expression graphique. Voilà. Oui, j'ai essayé de mettre des planches un peu en regard, ça éclaire bien les références que tu donnes, parce que c'est vrai que tu as beaucoup de liberté dans la manière de dessiner tes personnages. Ils sont parfois proches du semi-réalisme, parfois ils sont très iconiques. Ça peut être juste un rond pour la tête et un rond pour la bouche quand ils crient. Est-ce que ça, du coup, tu as fait plusieurs essais ou alors c'est venu un peu spontanément? Comment tu as bossé cette partie-là?
Euh, Par rapport au langage graphique? Ouais, par rapport aux variations de représentation des personnages, aux déformations extrêmes, ou pour des idées de vitesse ou d'émotion, mais comment du coup tu t'es dit là, je vais plutôt le faire comme ça. Est-ce que ça a un sens particulier ou c'était plutôt au feeling? Bah, je pense que, en fait, c'était finalement, c'est vrai que la partie du dessin, elle s'est passée un peu comme la partie de l'écriture. C'est-à-dire que quand j'écrivais et que je découpais ma BD, je continuais de lire beaucoup de bandes dessinées et de livres à côté. Et puis, quand je passais au dessin, en fait, je continuais de lire de la bande dessinée et du manga. Et en fait, parfois dans mes lectures, je me disais, ah, mais ça marche super bien. Par exemple, bah, il y a un moment où où mon personnage se fait tabasser par sa bulle, son phylactère. Ça, c'est une idée que j'avais trouvée dans Mob Psycho de One et enfin, ça apparaît vraiment à une page et je me suis dit, ah, c'est vraiment super drôle. Et ça m'a donné envie de l'utiliser dans un coin, dans un coin de mon récit parce que je trouvais que ça fonctionnait bien. Et ça marche un peu comme ça, par assemblage de petites idées que je trouve super chouettes, mais qui appartiennent complètement ouais, à d'autres univers et que j'assemble dans mon travail. Je pense que ouais, j'essaye de me constituer un univers graphique petit à petit par tout ce que j'aime chez les autres finalement. Et, euh, et puis, peut-être que je me dis pas trop non plus, ah là, ça va pas être cohérent graphiquement. J'y vais et puis je regarde ce que ça donne et puis et voilà, et ça marche ou ça marche pas. Et du coup, tu as une question de Sébastien qui rebondit sur ça et il dit, est-ce que tu comptes garder un peu cet aspect graphique pour tes prochains projets ou tu vas explorer aussi d'autres formes de dessin? Je sais pas du tout. En fait, je pense que j'ai envie de continuer d'évoluer graphiquement, mais je sais pas vers quoi. Donc, on va voir aussi. Je pense que ça dépendra aussi de la prochaine histoire que j'écrirai, comment mon dessin s'y adapte. Mais j'ai envie de continuer de fonctionner avec des trouvailles graphiques. Par exemple, là, pour cette histoire, pour le grand vide, je me suis dit, bon, alors, si je me retrouve à dessiner de la typo sur 200 pages, est-ce que j'y vais ou pas? Et en fait, j'adore ça. Donc, finalement, c'était pas un problème. Bon, parfois, j'étais moins enthousiaste, mais bon, je me dis que finalement, il y a un peu, peut-être que dans chaque histoire, il y aura un concept narratif, un concept graphique qui sera intéressant d'explorer en parallèle de l'histoire. Et tu as une autre question, Elias te demande, est-ce que tu as aussi des inspirations cinématographiques pour cet album? Il pense à Coco par exemple pour le thème. Coco, c'est Le le Disney? film de Disney? Ouais. D'accord. Non, je l'ai pas vu. En fait, quand j'ai commencé à écrire l'histoire, c'est vrai que j'ai entendu parler de cette histoire. Faudrait que je le regarde, ce film. Mais après, cinématographiquement, je pense que ça vient plus de l'animé ou du dessin animé, dans lequel me retrouve plus graphiquement. Je pense que du coup, comme l'animé a des références au cinéma, Mhm. peut-être que enfin, indirectement, ça se retrouve, mais après, ouais, là, tout de suite, j'aurais pas de référence à donner, je pense, en termes de références visuelles et cinématographiques. Mais c'est pas forcément ce vers quoi je me tourne quand je fais des recherches graphiques. Je regarde très peu de films, en fait. Ouais. Ah si, j'avais adoré le film. J'adore le cinéma de Yorgos Lanthimos. Donc j'avais regardé The Lobster Ah oui. un peu au moment où je commençais à écrire cette histoire. Et c'est vrai que c'est ce genre d'histoire à concept narratif, en fait, qui fait qu'on crée un univers de réalité parallèle qui Ouais. ressemble à notre univers, mais qui a un paramètre qui change et qui, du coup, change tout, en fait. Et ça m'avait beaucoup inspiré. Mais peut-être plus au niveau de l'écriture dans ce cas que visuellement. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé encore de l'humour, mais il y en a beaucoup dans The Lobster et il y en a beaucoup dans ton album. Est-ce que ça aussi, bah, que ça soit dans les dialogues, dans les scénarios, mais aussi dans les détails graphiques, est-ce que là aussi, c'est quelque chose qui est présent naturellement ou tu t'es dit, tiens, j'aimerais mettre des séquences plutôt marrantes où je fais attention à certains détails, tu recherchais un peu des effets ou c'est venu un peu comme ça? Alors, bah, en fait, je me suis retrouvée un peu coincée
au début quand j'ai écrit cette histoire parce que moi j'écris surtout, enfin à la base je fais plutôt des histoires drôles, humoristiques, bien bêtes et méchantes. Et là du coup je me retrouvais avec cette idée d'histoire que j'avais vachement envie d'écrire et qui se concrétisait que sous forme dramatique et sérieuse. Et j'avais peur que ça me ressemble pas et que ce soit un peu juste une sorte de fantasme de premier livre où je me dis ah je veux que tout le monde me prenne au sérieux alors je vais écrire une histoire sérieuse et puis finalement je me suis prise au jeu et j'ai essayé de rester quand même fidèle à mon écriture première qui était l'humour pour pouvoir un peu mélanger les deux et faire en sorte que je reste quand même assez sincère et dans l'écriture et que je me prenne peut-être pas trop pour quelqu'un que je ne suis pas. Et donc, moi, c'est quelque chose que j'ai compris peut-être en lisant Full Metal Alchemist. Donc, je lisais ça, je regardais plus les animés quand j'étais ado, mais du coup, en commençant à écrire, j'ai relu tout Full Metal Alchemist. Et c'est vrai qu'il y a un truc, enfin, ça se retrouve un peu dans le manga, dans le shonen, ce rapport à l'humour en même temps qu'on raconte des faits dramatiques. Et c'est vraiment, enfin, je pense que ça met vraiment en valeur les deux et que ça parasite même pas trop ton sérieux finalement. En Ouais, fait, super, ouais. j'avais trouvé ça aussi finalement dans Tête drôle de coco de Emily Gleason, Ah oui. c'est qu'on raconte une histoire, enfin Emily elle raconte une histoire dramatique et en même temps c'est assez drôle et on se marre bien. Et donc on se dit ah c'est quand même un peu bizarre de rire dans cette ambiance dramatique et du coup ça fait qu'on est encore plus, peut-être qu'on est encore plus plongé dedans, je sais pas. Ah, si, si, complètement. On est en empathie plus facilement avec les personnages et du coup, ça enlève l'anecdotique. Je trouve que c'est hyper puissant ce côté-là et parce que c'est discret. Et justement, tu parlais d'humour aussi, c'était ton écriture et t'avais commencé à faire des dessins de presse aussi. Est-ce que Mm. c'est quelque chose que tu pratiques encore ou c'était plutôt au début? Bah, j'ai fait du dessin de presse à un moment, mais en fait assez vite je me suis rendu compte que ça m'intéressait pas vraiment, que, euh, que je préfère peut-être parler de mon époque ou de politique de façon plus détournée, on va dire, dans de la fiction. Je pense que oui, je pense que beaucoup de gens ont compris qu'il y avait quand même une forme de réflexion sur notre monde à nous dans cette histoire, même si c'est pas du tout mon premier but. Mon premier but, c'est quand même d'écrire une histoire divertissante. Et je pense que je me sens plus à l'aise et plus sincère à faire ça plutôt que de faire du dessin de presse. Puis c'est quand même un autre rythme. C'est être tout le temps dans l'actualité et tout le temps avoir une réflexion assez distanciée et intéressante et intelligente à faire. Et chaque jour, rebondir à chaud sur l'actualité, ça c'est quelque chose que je suis pas capable de faire, je pense. Et tout à l'heure, tu parlais de tes éditeurs. Du coup, comment tu as travaillé ce projet c'est-à-dire que tu leur as proposé un dossier un peu complet ou tu arrives avec un début d'idée, quelques pages comment ça s'est passé? Bah, alors je leur ai envoyé un dossier assez complet. J'avais découpé les 20 premières pages. C'est plus ou moins celles qui ont été publiées après dans Libération cet été. Et voilà, je leur ai envoyé ça avec l'histoire complète et ils ont vachement accroché. On se connaissait déjà un peu parce que je suis allée bosser chez eux juste avant pour faire un stage à la sortie de mes études. Et du coup, ouais, on savait que ça se passerait bien, on s'entend bien et ils sont marrants. Enfin, donc, je pense on avait beaucoup de choses à se dire et en effet, ça s'est vraiment très très bien passé, en tout cas, ce projet avec eux. Enfin, tout au long de l'écriture, ils m'ont donné vraiment des bons conseils de scénario et quelques conseils de dessin aussi. Et vraiment, ils ont fait du super travail. Oui, donc ils te challenge un petit peu quand même Ouais, sur le projet, ouais. oui, oui, et puis ils n'hésitent pas à me dire quand ils pensent qu'il y a quelque chose qui va pas. À un moment, j'étais assez bloquée dans l'écriture de mon histoire et ils m'ont vraiment aidé à trouver des portes de sortie, de par leur expérience à eux d'éditeurs qui ont vu passer pas mal d'histoires. Mhm. Donc ça, c'était super intéressant pour moi qui aime bien quand même travailler en collaboration sur un récit plus que en autarcie totale. Et donc ça, c'était vraiment super en tout cas.
Et justement, en parlant de collaboration, est-ce que maintenant tu aurais des envies de bosser avec quelqu'un d'autre, soit en faisant un scénar, soit en faisant du dessin Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu envisages ou tu pars sur un autre album complet où tu ferais tout? Bah, c'est vrai que j'ai été contactée par des gens qui me proposaient un scénario. Mhm. Et, et en tout cas, les scénarios me plaisent, mais pour l'instant, je me sens pas encore capable d'être juste sur le dessin, par exemple. Peut-être un jour, je serai à court d'histoire et puis je dessinerai. Ou peut-être que je trouverai une histoire qui me parle vachement plus. Mais pour l'instant, en fait, la bande dessinée, je l'ai toujours envisagée comme indissociable entre mon dessin et mes histoires. Et du coup, enfin, pour l'instant, j'ai envie de continuer comme ça, à travailler les deux en parallèle, en tout cas. Et du coup, est-ce que ça aussi, par exemple, là, tu réfléchis à un prochain projet, est-ce que tu pars plutôt des idées ou tu commences à dessiner ou alors c'est peut-être un peu les deux? Alors, je pense que c'est un peu des deux. Je pense que j'ai des envies d'univers visuel et à ça s'ajoutent des envies d'histoire. Donc, je note toujours des idées d'histoire dans un coin, un bout de feuille ou quelque chose comme ça. Et après, enfin, régulièrement, je les relis pour voir si ça m'intéresse toujours ou si en fait je trouve que c'est complètement naze. Et du coup, en fait, petit à petit, je complexifie une histoire en mettant beaucoup d'envie, de textes, enfin d'idées différentes dedans. J'avais lu un article, une interview de Céline Sciamma hyper intéressante sur son procédé d'écriture. Et elle disait, en tout cas dans ce papier-là, qu'elle elle travaillait à la fois sur ses envies, donc elle notait un dialogue, une scène, une ambiance, et en parallèle, elle écrivait vraiment plus structurellement son histoire. Et c'est vrai que j'essaye d'être quand même... Enfin, ça m'a trop inspirée et je me suis dit, ah, mais c'est vrai que en fait, c'est intéressant de rester près de ses envies et d'être à l'écoute de ce qu'on a envie de dessiner à un moment donné pour après comprendre aussi pourquoi on a envie de raconter certaines choses plus que d'autres et vers quoi ça nous emmène. Voilà. Et du coup, est-ce qu'en parallèle, tu as continué à faire des histoires courtes pour flûtistes en parallèle de Ah oui, l'album? plein. Ah oui? Oui, bah là, on a instant promo, on a Oui. un nouveau flûtiste qui sort en novembre, du coup, dans lequel j'ai fait une histoire et j'ai aussi, du coup, écrit le principe collectif. Donc, chacun notre tour, on est 7 auteurs et autrices sur ce numéro. Et chacun notre tour, on commence une histoire dans un univers, et puis à un moment dans l'histoire, le personnage principal s'arrête pour rentrer dans une fiction, et c'est l'histoire suivante. Et petit à petit, on rentre de plus en plus profondément dans les récits des uns des autres, et à un moment, on referme un peu toutes les fictions, et on revient à l'histoire qu'on avait laissée de côté. Et dedans, je raconte... Dedans, c'était marrant, j'ai essayé de développer un univers un peu différent avec que des femmes bodybuildées. Ok. Et c'était super de sortir un peu de mon confort de corps qui était plutôt un peu filiforme, quoi. Et c'est ce que j'aime faire quand j'ai des opportunités de publier des histoires courtes. Donc dans Biscotto aussi, le journal Biscotto, je publie des strips autour de vaisseaux spatiaux. Ok. Et donc là, c'est un univers plus technologique que j'explore par là. Et voilà, en fait, j'essaye de tester petit bout par petit bout si certaines envies me parlent ou pas, pour voir si peut-être que ça pourrait marcher sur un récit plus long. Et dans Biscotto, ce sont des récits à suivre ou c'est des récits indépendants? Alors j'essaye parfois que ça se suive, mais c'est pas facile parce qu'un strip en 400 cases, faut tout caser Mhm. de l'histoire. Mais ouais, en fait, j'avais envie de développer un univers un peu comme l'a fait Gillian Tamaki dans... Ah euh, The Mutant Magic Academy? exactement. Et qui est qu'elle étoffe son univers strip après strip. Et les strips se tiennent en eux-mêmes, mais en même temps, petit à petit, les personnages prennent de la profondeur. Et j'avais envie de faire quelque chose comme ça. Bon, on verra si ça marche, mais voilà. Et je reviens à l'instant promo de flûtiste. C'est quoi la périodicité? Alors là, le dernier numéro, on l'a sorti en
pour le festival d'Angoulême de 2018, donc ça date. Là, à la base, on était presque semestriel. Là, c'est devenu un peu l'enfer. Plus avec le Covid, Oui. c'était dur de garder un rythme. Donc là, je dirais qu'on est plutôt bisannuel. Non, pas bisannuel. On publie une fois tous les 2 ans. Enfin, on va essayer, quoi. Ok. Et donc on peut le trouver sur le site internet. C'est en lien, je crois, sur ton Instagram. Pas sur mon Instagram, mais sur la page de Flûtiste. Ok. Ouais, on est encore en pleine précommande avec un poster mystérieux que j'ai dessiné en sérigraphie qui est offert aux précommandes. Voilà, bon, Parfait. l'instant promo. Et du coup, pour revenir aussi, tu as publié un album aussi chez Flûtiste, Fabuleux Vaisseau. Est-ce que Ouais. t'en as pas parlé tout à l'heure? Est-ce que tu peux en dire un petit mot? Alors, Fabuleux Vaisseau, c'était un peu des histoires courtes écrites en réaction à des dessins assez libres de Crocuis, qui est illustrateur et qui dessinait des vaisseaux spatiaux vraiment bizarres et très étonnants dans leur forme, euh, ouais, très, enfin, c'était pas du tout technologique en fait. On se disait mais comment ça fonctionne quoi. C'était pas du tout un vaisseau à la Star Wars et ça m'a vachement donné envie de rebondir sur ces formes pour moi, à mon tour, en regard de ces dessins en pleine page, raconter une histoire courte d'une page autour du fonctionnement de ce vaisseau spatial. Comme ça, petit à petit, on a fait un fanzine de 40 pages à deux, et où notre dessin se mélange bien, c'est assez rigolo. Et, euh, et voilà, et ça, c'était la BD que j'ai publiée juste avant de sortir celle-là chez 2024. Et du coup, aussi tout à l'heure, on parlait du dessin de presse, mais tu publiais pas que ça. Sur ton blog, tu publiais aussi des histoires courtes. Je pense qu'une que j'avais bien aimé, c'était l'année du coq sur ton voyage en Chine. Est-ce que ça, Mhm. c'est quelque chose qui te tente de continuer à faire des espèces de carnets de voyage ou des choses comme ça? Alors, je sais pas. En tout cas, cette histoire, je l'avais racontée parce que j'avais besoin. Enfin, quand j'étais en Chine, j'arrivais plus du tout à dessiner ou à créer parce que je pense que j'étais trop en train de vivre une expérience quotidienne intense et que j'arrivais pas à avoir le recul suffisant pour pouvoir en faire quelque chose graphiquement. Je pense que les gens qui arrivent à dessiner sur place dans des voyages ou à faire du reportage sont vraiment balèzes Oui. et que je sais pas si c'est ma façon de fonctionner en tout cas, mais j'avais besoin de garder cette trace à travers une bande dessinée que j'ai réalisée pour remercier la famille de ma colocataire Sunmi à Shanghai qui m'avait invitée dans sa famille au Nouvel An chinois et c'était vraiment super. Et, du coup, j'avais aussi fait une bande dessinée sur ma rencontre avec Francis Grou, le créateur du Festival de la BD, enfin un des co-créateurs. Et, euh, c'était super. Et il parlait de personnes qui meurent d'épuisement au Festival de la BD et c'était génial. Ouais, Avec c'est assez drôle, tu une fais forme de... des séquences, ah bah j'ai invité machin, ah bah il est mort après, j'ai Voilà. invité machin, il s'est pété la jambe, j'ai invité machin. Ouais, c'est ça. Il y avait une forme de malédiction assez flippante et qui racontait avec vraiment... Enfin, je pense que ça l'affectait, hein, mais il nous le racontait comme ça, sans détour. On était un peu choqués, mais c'était super drôle du coup. Et du coup, donc, publier en ligne, alors que ce soit ce type de récit ou non, c'est pas quelque chose qui t'intéresse de reprendre, parce que tu as un peu arrêté avec le travail sur le manga. Oui, alors du coup, c'est vrai que là, j'ai plus le temps de rien faire. Et c'est vrai que j'aimerais vraiment... Je pense que ça fait partie aussi du fait d'évoluer dans sa pratique de la bande dessinée. C'est que faire une bande dessinée, c'est tellement chronophage que on n'a plus le temps de rien faire d'autre. Et finalement, continuer de publier et de poster en ligne, c'est aussi un choix qu'on fait. On continue de travailler, mais on a juste un compte-rendu en temps réel sur les réseaux ou en ligne. Et je pense que je préfère être un peu... Enfin, je suis plutôt quelqu'un qui aime pas montrer mon travail en cours de création parce que j'aurais peur de vraiment pas savoir ce que je veux dire à travers le fait que je montre mon travail. Ouais. Et du coup, en fait, peut-être que maintenant, je préfère le garder un peu pour moi en attendant de me sentir prête à le montrer. Mais peut-être que je reviendrai aux histoires très courtes publiées en ligne, je sais pas.
Et en ce moment, tu fais pas mal de dédicaces aussi. Est-ce que l'exercice de la dédicace, c'est quelque chose qui te plaît, le fait de décider pas mal de dessins comme ça à main levée rapidement? Ouais, ça me plaît vachement. Ouais, j'avais fait une battle de dessin à Central Vapeur en 2019. C'était super. Et du coup, on dessinait sur scène des dessins sur des thèmes ou des extraits de films qu'on nous passait. Et moi, j'adore dessiner très vite. Je pense que je dessine plutôt vite. Et ouais, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Enfin, là, pour l'instant, des dédicaces, j'en ai fait qu'une à la librairie Super Héros. Mais il y en a plein à venir. Ouais. Et, euh, et c'est quelque chose ouais, que j'aime bien faire, de dessiner rapidement. Mais je dédicaçais déjà mes fanzines assez régulièrement chez Flûtiste. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà pas mal fait. Et du coup, c'est quoi pour toi la suite des événements? Alors là, à part les dédicaces, comment tu vois les prochains mois? Oh, alors là, je pense que ça va être le chaos. Bah, je pense que je vais essayer de m'isoler un peu pour me remettre à écrire. Parce que, en fait, quand la sortie d'un album arrive, on se retrouve. Enfin, en tout cas, pour celui-là, moi, je me suis un peu retrouvée submergée et j'arrivais pas trop à me concentrer et à me sentir aussi en confiance pour écrire une nouvelle histoire. Et là, ça vient petit à petit, donc peut-être que je vais essayer de me préserver du temps pour ça. Je pense que c'est important, mais c'est difficile d'arriver à dégager du temps pour soi et pour l'écriture. C'est un moment très spécial et qu'il faut le préserver. Et comme c'est vrai que je vais être pas mal un peu à droite à gauche en dédicace, on verra. Peut-être que je piquerai des idées en dédicace à des gens qui me parleront, on verra. Je regarde l'heure. Je voulais te dire que si vous avez des dernières questions, c'est le moment. Et moi, je voulais te poser encore une question sur le fait de quand tu finis l'histoire, est-ce que tu t'es imposé à un moment c'est fini ou est-ce que tu retravailles à certains passages? Comment tu arrives à clôturer cette histoire qui est assez dense, et comme tu disais, avec pas mal de choses, avec des ellipses, des moments où tu as voulu partir sur autre chose pour redonner du rythme, etc. Est-ce que là aussi c'était difficile de clôturer ou pas du tout? En fait, dans mon processus d'écriture, j'ai essayé de découper du début à la fin et j'ai pas réussi parce que c'était trop difficile d'être linéaire parce que j'avais déjà en tête assez tôt, j'avais eu en tête l'idée de la fin. Donc tout l'enjeu de l'écriture était d'arriver à mener cette fin pour qu'elle soit crédible. Et du coup, à un moment, j'ai arrêté, j'étais vraiment bloquée au milieu du récit, alors j'ai arrêté d'écrire et j'ai écrit directement la fin et là ça m'a vraiment libérée. J'ai pu voir poser à plat tout mon récit et comprendre aussi ce qui allait, ce qui allait pas, ce que j'avais oublié. Et une fois que j'ai terminé le récit complet au niveau du découpage, finalement j'ai encore retravaillé des scènes ou enlevé des scènes, mais très peu. Mhm. Et j'ai surtout beaucoup retravaillé les dialogues parce que les dialogues c'est quand même quelque chose qui gagne à être subtil. Et la subtilité, c'est pas trop mon point fort. Alors du coup, vraiment jusqu'au bout, j'ai essayé de retravailler les dialogues. Et aussi, j'ai beaucoup retravaillé le début jusqu'à la fin. Ok. Parce que le début, c'est aussi là le moment où le lecteur ou la lectrice a vraiment toute son attention qui est dans le récit. Et c'est là qu'il faut faire passer un maximum d'informations. Parce à partir d'un moment, en fait, on n'a plus forcément envie qu'on soit toujours dans une forme de présentation de l'univers Oui. à la page 170, quoi. Donc, je pense que c'est le début d'une histoire, c'est un moment tout comme la fin finalement, mais c'est un moment qui doit être qui est assez délicat à écrire et dessiner. Et c'est ça que j'ai retravaillé jusqu'au bout finalement. Et est-ce que si tu as eu du mal pour tout ce qui était insérer des noms, parce qu'on a une quantité quand même, une belle quantité, est-ce que ça c'est compliqué à nommer? Parce que souvent quand on discute avec des auteurs, ils disent que nommer c'est pas le plus facile, nommer les personnages, etc. Mais est-ce que là c'était compliqué d'ajouter tous ces noms? Alors non, parce que du coup, alors moi aussi, j'arrive pas à nommer mes personnages. Si je peux ne pas les baptiser, c'est très bien. Mais du coup, finalement, de me libérer de ça et de me dire qu'en fait, les noms c'était un décor. Du Mhm. coup,
C'était plus intéressant pour moi dans la musicalité du nom, dans son graphisme, son impact graphique, de savoir où le placer dans le récit. Bon, vous aurez remarqué que les noms et les prénoms, souvent, ils font à peu près la même largeur, mais c'est Mhm. pour que ce soit plus joli graphiquement. Et voilà, c'est comme ça que je les ai traités, en tout cas. Tu as deux questions autour des librairies. Une première de Jérôme qui te demande est-ce qu'il y a une dédicace sur Marseille de prévu? Oui, le 22 octobre, en compagnie excellente de Chloé Wary et Lucie Albrecht pour leurs albums respectifs. Ah bah Et super. c'est à la rubrique à Bulle. Non, c'est à Bulle en vrac, pardon. Ok, Bulle en vrac. Bon bah Voilà. super. En plus, Chloé, si vous voulez regarder, il y a eu un live il y a pas très Mm. longtemps avec elle. Donc je vous le conseille. Et Salomé qui te demande est-ce qu'on pourra trouver Flûtiste numéro 11 dans certaines librairies, en plus dans les livres. Alors oui, là, parce que la dernière nouvelle, c'est qu'on est diffusé maintenant, distribué et diffusé en librairie chez Flûtiste. Donc on n'a pas une énorme quantité de livres diffusés, donc ce sera peut-être dans des librairies vraiment spécialisées dans l'édition plutôt indépendante. Mhm. Mais oui, on pourra nous trouver en librairie en novembre. Eh bien c'est parfait. Il me reste à te remercier Léa, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous qui ont posé des questions. Merci à tous. Si vous voulez en savoir plus, il y a un article à retrouver sur Bubble. Vous pouvez avoir la chronique du livre avec d'autres extraits. Si vous avez manqué le début, le live est en replay, bien sûr, sur Bubble, ainsi que tous les lives. Et si vous aimez les rencontres live, la prochaine, c'est jeudi 16 avec les auteurs de la série de Undertaker. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à bientôt. Au revoir. Salut!